réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. L'annonce a fait l'effet d'un pavé dans la mare feutré du système bancaire marocain. Revolut, la néobanque britannique aux 40 millions de clients, veut poser ses valises dans le royaume. La fintech réputée pour son agilité, mais dans le cloud et qui arrive dans un écosystème réputé, lui, pour sa prudence extrême. Car au Maroc, la banque, c'est un monde de licences rares, barrières élevées et de régulateurs vigilants. Le wali de Banque Maghreb ne le cache pas, nous ne permettrons pas à un nouvel acteur de déstabiliser le marché, affirme Abdelatif Jouari. Autrement dit, oui à l'innovation, pourquoi pas, mais sous surveillance très rapprochée. Et c'est là tout l'enjeu, comment s'ouvrir aux uns sans fragiliser les autres. Les néobanques bouleversent les codes, applications sans agence, frais minimes, transferts instantanés, gestion multi-devises, épargne automatisée. Leur modèle freemium a séduit l'Europe, les États-Unis, les diasporas. Mais au Maroc, le marché reste verrouillé, les marges bancaires protégées et les commissions représentent encore 14% du revenu net du secteur, soit près de 10 milliards de dirhams par an. Le risque pour nos banques locales, c'est de voir la fintech ou les fintech mordre sur leur clientèle jeune et urbaine, déjà frustrée par les frais élevés et parfois la lenteur de certains process et des services. Pourtant, la question n'est pas de savoir si les banques viendront, mais quand et comment. Car le Maroc, qui se rêve en hub africain, ne peut pas éternellement garder ses portes closes. Mais ouvrir la porte à Revolut, c'est aussi ouvrir la boîte de Pandore. Concurrence, cybersécurité, données personnelles, blanchiment et souveraineté financière. Le pari est donc délicat, accepter la disruption sans forcément ébranler la stabilité. Nous allons en parler ce matin avec vos deux décodeurs du jour, Smaïl Bergache et Driss Rafes, que je suis ravi de retrouver dans le studio Khadija Sifi. Smaïl Bergache à ma droite, CEO de OFAR, bonjour. Bonjour. Et président aussi de l'association des FinTech. De l'association marocaine des FinTech, et c'est effectivement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Driss Rafes qui est à ma gauche, directeur général d'Educaskills Académie. Bonjour Driss. Et également membre de l'APBI. Exact, du conseil de l'APBI. Bon, alors, Revolut, voilà un sujet très intéressant qui nous permet effectivement d'aborder plus globalement le sujet de la FinTech et des FinTech au Maroc et des néobanques surtout. Alors la première question que j'ai envie de poser, je me tourne vers toi Smaïl. Que signifie concrètement pour toi l'arrivée potentielle? Parce que il y a eu l'annonce ou l'effet d'annonce, mais rien n'est encore concrétisé. Donc que représente pour toi l'arrivée de Revolut potentiellement pour le marché bancaire marocain? Est-ce que on est dans un tournant stratégique pour le secteur de la banque tout simplement au Maroc, ou est-ce que c'est un coup d'essai et on doit rester prudent pour voir un petit peu comment tout cela va se décanter? Alors, pour répondre à votre question, ce qui me semble, c'est qu'il faut donner un minimum de contexte. Je vais essayer de rester extrêmement clair parce que c'est un tout petit peu technique. Quand vous êtes une banque, vous avez 80% du revenu, du chiffre d'affaires que vous générez qui ne vient pas de la gestion du compte, qui vient de l'effet de levier sur les dépôts que vous transformez en dette. C'est ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est une première donnée très importante. Ensuite, pour Revolut, pour rentrer, il y a trois manières de le faire. Il y a soit une première manière qui est de demander un agrément de banque de plein droit, c'est-à-dire devenir une banque au même titre que Tijal et Wafa Bank, ou bien demander un agrément d'établissement de paiement, c'est-à-dire devenir un agrément qui est similaire à celui de Shabi Pay, Daman Cash, Wafa Cash, etc. Ou alors une troisième possibilité qui est de prendre les API de marque blanche d'un établissement de paiement déjà existant. Alors que veut faire Revolut au Maroc? Alors la première qui est devenue une banque de plein droit, c'est très peu probable. Parce que ce qui va certainement se passer, c'est que le régulateur va protéger les banques locales. Le fait de prendre une API d'un établissement de paiement existant, c'est également peu probable parce que Revolut veut pouvoir avoir déjà une taille critique. C'est comme ça qu'ils ont commencé, comme toutes les fintech d'ailleurs. Et surtout, il estime peut-être que sa techno est beaucoup plus... c'est pas une question de technologie. C'est pas une question de technologie, c'est une question de qu'est-ce que le régulateur vous autorise à faire ou pas en fonction de la taille que vous avez. Donc la seconde qui paraît être la plus probable, c'est celle de l'établissement de paiement. Pourquoi c'est important de préciser ces trois points? Parce que quand vous êtes un établissement de paiement, l'argent que vous prenez de chez les gens est cantonné dans une banque de plein droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là j'ai dit deux choses. Un, les banques gagnent de l'argent avec les dépôts qui sont effectués. Et deux, les établissements de paiement cantonnent leur argent chez les banques de plein droit. C'est-à-dire qu'il faut déjà casser un mythe. Si demain Revolut arrive au Maroc et prend tout le marché marocain, celui qui va vraiment en bénéficier, c'est la banque qui va cantonner l'argent des comptes
Revolut. Oui, dans le cas où Revolut pénètre le marché marocain en étant un établissement de paiement et non pas une banque de plein droit. Exactement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le fond de la question que vous posez et la question que se pose tout le monde, c'est est-ce que demain, si Revolut arrive, il prend le marché? Quand on dit marché, de mon point de vue, il faut diviser en deux. Il y a ce qu'on appelle l'affluent market et le mass market. L'affluent market, c'est les gens qui sont d'une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée, qui sont déjà bancarisés. Et le mass market, c'est les gens qui sont un peu moins riches et qui, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas ou peu bancarisés. Peu bancarisés, c'est-à-dire qu'en général, même s'ils ont un compte en banque, ils vont au premier du mois, ils retirent tout le cash, ils le gardent dans la poche. Pour ce qui est du mass market, Revolut va pas changer grand-chose. Je peux expliquer. Mais à court, moyen ou long terme c'est peu probable. De mon point de vue. Pour l'affluent market, la chose à laquelle il faut s'attendre, c'est qu'ils vont prendre une part de marché très 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 importante très vite. Très très vite. Pourquoi? Parce que il y a différentes manières de le dire, mais parce que aujourd'hui même le consommateur affluent market cherche à avoir une expérience d'utilisation avec sa banque que Revolut offre. Et qu'aujourd'hui les banques, même les meilleures qui sont sur le marché, les deux meilleures sont probablement Tijari et CFG, et très certainement CIH aussi, n'arrivent pas à offrir. Et là on parle précisément du I et du X, c'est-à-dire d'expérience d'utilisation à l'intérieur de l'application. Et ça peut être des choses très très basiques. C'est par exemple savoir le nombre, parce qu'on avait fait l'expérience, toi et moi, je me rappelle il y a quelques semaines de cela ou quelques mois, le nombre de clics nécessaires pour faire une opération, il est par exemple de 2 ou 3 clics sur l'application Revolut, quand chez d'autres banques, sans forcément les citer, ça prend 5, 6 ou 7 clics. Alors, déjà ça c'est très révélateur. 5, 6 ou 7 clics, ça prend un OTP, mais juste une précision avant de rendre la parole, pardon. Il y a évidemment tout ce qui est dans l'app, mais il y a tout ce qui est à l'extérieur de l'app dans l'expérience. Ça peut être juste par exemple envoyer un mail et recevoir une réponse. Appeler le centre d'appel qu'on vous réponde en moins en quelques secondes. C'est vraiment des choses qui sont très basiques que les banques aujourd'hui ont du mal à adresser. Driss RFS, première question, toi aussi, qu'est-ce que tu penses de cette entrée potentielle de Revolut sur le marché marocain? Est-ce que ça peut être révolutionnaire ou est-ce que c'est un coup d'essai? Il faut voir un petit peu comment tout cela va là aussi se décanter et se concrétiser sur le marché marocain qui, on le sait, est très hermétique. Alors déjà, je pense que l'intérêt que Revolut porte pour le Maroc est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'écosystème de la tech, d'abord dans sa globalité, est favorable à ce genre d'intérêt pour notre marché. Ça veut dire aussi que le cadre réglementaire est propice à accueillir ce genre de structure qui est, par ailleurs, il faut bien le rappeler, existe depuis 10 ans, qui n'est pas une banque. Il faut bien préciser que les fondateurs disent qu'on est une entreprise tech qui fournit des services financiers. Donc le point de départ, c'est de... Oui, pour simplifier, on dit que c'est une néobanque, mais c'est vrai que si on veut être précis, c'est pas... C'est ça. Le principe, c'est qu'ils proposent des services en ligne. Ils n'ont pas de réseau bancaire, on pourra proprement dire. Donc ce que disait Ismaël, c'est ce qui fait leur force. Ils ont besoin de s'adosser à une banque s'ils veulent pénétrer le marché marocain sur le mass market, justement. Ils ont besoin d'aller sur un gros opérateur. Je pense que pour eux, le sujet, il est d'avoir d'abord les clients qui sont les plus captifs, pour lesquels ils vont avoir de l'appétit, de la part desquels il y aura de l'appétit, à savoir les Marocains de la diaspora, qui sont au nombre de 5 millions à peu près, et puis un sujet de transfert exact. Ensuite, on a les travailleurs indépendants, les travailleurs d'Internet, ne sont peut-être pas très nombreux, mais on a aussi les PME qui devraient être intéressés. Et je pense que l'implémentation d'une banque comme Revolut au Maroc est le leader en la matière aujourd'hui, en termes de capitalisation boursière, en termes de chiffre d'affaires, également de nombre de clients. On parle aujourd'hui de, je crois, 65 millions de clients pour Revolut. Absolument. Moi j'ai dit 40 millions. Sur leur site, ils parlent de 65 milliards de valorisation. Je suis allé dans le site internet, ils disent qu'ils ont 65 millions de clients actifs. Peut-être qu'ils ont gagné 25 millions en quelques... Ils ont déjà gagné 20 milliards de dollars en une année, parce qu'ils ont une expansion internationale qui est en train de s'accélérer. Ils ont commencé par l'Europe, ils sont rentrés sur le marché européen par la Lituanie, puis là ils sont sur l'Asie, ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie,
Et le fait, comme je disais, qu'ils s'intéressent au Maroc comme étant la porte d'entrée pour l'Afrique et non pas l'Afrique du Sud, à titre d'exemple, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ils sont en train de pousser sur l'Afrique du Sud. Exact. Donc il faut qu'on se bouge, nous, en tant que Marocains et en tant que système, qu'on les accueille rapidement. Les pourparlers sont en cours depuis pas mal de temps déjà, c'est pas juste... Oui, et je pense qu'ils seront amenés à durer encore dans le temps parce que, connaissant les process et les durées que prennent parfois certaines prises de décision, certains agréments octroyés notamment à des nouveaux opérateurs qui viennent chambouler en quelque sorte un marché qui est ce qu'il est, je pense que ça prendra plus de temps. On va revenir sur Revolut, ce que c'est, ce que ça représente, ce que ça peut changer éventuellement pour l'expérience utilisateur des clients et des citoyens marocains, mais j'aimerais surtout vous faire réagir à l'approche du régulateur qui est Banque El Maghreb. Alors on ne va pas pouvoir le faire maintenant parce qu'on a de la pub et le journal de 8h30, mais à la reprise, j'aimerais vous donner la parole par rapport justement à l'approche de Banque El Maghreb et rebondir et commenter les déclarations de la tête Jouari. Cette phrase que j'ai reprise dans mon introduction qui m'a interpellé: nous ne permettrons pas à un nouvel acteur de déstabiliser le marché. Ça dit tout. Donc il y a différentes manières d'interpréter aussi cette phrase. Je vais vous donner la parole juste après le journal pour continuer le débat et essayer de comprendre les enjeux, les défis de cette néobanque qui est Revolut, qui pourrait bien évidemment pénétrer le marché marocain rapidement. Nous allons parler juste après le journal de 8h30. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin ce jeudi 16 octobre 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour parler aujourd'hui des néobanques et de l'avenir des néobanques au Maroc, avec un focus sur l'acteur Revolut qui a émis le souhait, l'ambition de pénétrer le marché marocain. Alors on a parlé en première partie d'émission de ce que représente Revolut à l'échelle mondiale et ce que peut éventuellement apporter comme changement la pénétration de cet acteur, de cette fintech, de cette néobanque sur le marché marocain. Maintenant, j'aimerais que l'on ouvre le chapitre de la régulation et de Banque Maghreb précisément. Alors, je reprends cette phrase que j'ai citée en introduction, celle de Abdelatif Jouaïl, le Jouaïl de Banque Maghreb, qui est dans son rôle quand il dit que, je cite, nous ne permettrons pas à un nouvel acteur de déstabiliser le marché. Donc, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur cette phrase ou sur ce qu'elle représente, mais ça nous donne une couleur, une certaine idée de la manière de réguler le secteur bancaire et le secteur financier au Maroc, et certains estiment que la Banque centrale est peut-être trop prudente quand il s'agit d'octroyer des agréments, ouvrir un marché, celui de la banque notamment, mais aussi ça concerne également les nouveaux modes de paiement ou les fintech. Est-ce que vous estimez que la Banque centrale est dans son rôle et que le volet de Banque Maghreb est dans son rôle quand il donne cette idée ou ce ton, cette couleur à la manière de réguler au Maroc, ou est-ce que c'est tout simplement peut-être une phrase qui est en phase avec la réalité du marché marocain qui est très prudent et à juste titre, parce que le Maroc ne peut pas se permettre éventuellement d'ouvrir ses portes grandes ouvertes à un acteur qui pourrait chambouler négativement le marché. Smaïl Bargash. Moi, ce que je dois dire, c'est que j'adore, et sans second degré aucun, j'adore la posture d'Abdelatif Jouaïl. Il est dans la droite lignée de ces Marocains qui ont connu l'occupation et qui sont patriotes avec un P majuscule. Dans son propos, son propos transpire une phrase, deux points ouvrés les guillemets: le Maroc d'abord, l'intérêt du Maroc d'abord. Et je sais qu'il est âgé, je lui souhaite toute la santé du monde et j'espère qu'il va tenir sa position le plus longtemps possible. Il part à la fin de l'année, donc je sais que, on en a parlé lors d'une précédente émission ces derniers jours, il sera, il quitte ses fonctions effectivement à la fin de l'année et il sera regretté. Effectivement, celui qui aura la lourde responsabilité de lui succéder, je lui souhaite bon courage pour essayer de rentrer dans le costume du voyage de Banque Maghreb. Je suis d'accord sur ce que dit Smaïl, il faut qu'il soit remplacé par un vrai patriote, un expert évidemment, un technicien du sujet. Il n'est pas un patriote, suppose. Mais pour revenir au fond de votre question, bien sûr qu'il a raison. Parce que c'est une autre manière de dire ce qu'il dit, c'est bienvenue Revolut à la condition unique que vous serviez les intérêts du pays. Il faut que votre intérêt puisse s'aligner avec l'intérêt du pays. Il y a strictement rien à reprocher à ça. Alors évidemment, le pendant de ce que je viens de dire, c'est comment on arrive à faire que
que cette arrivée de Revolut puisse servir de concurrence saine aux banques locales qui parfois sont trop à l'aise. Et je pense que c'est dans un coin de la tête de Siad El-Jouhari. Ma question, elle était plus posée dans ce sens-là, effectivement. Parce qu'effectivement, l'intérêt du Maroc passe à un no-brainer. Ça, c'est une évidence. C'est un no-brainer, comme tu dis. Mais la question sous-jacente, c'est peut-être que cette ultra-prudence, qui par ailleurs peut être justifiée, fait que certains acteurs, dans certains secteurs, sont trop à l'aise et que ça ne permet pas de créer des émules et de chambouler certains procès, certaines façons. C'est aussi la faute de nous, les fintechs, qui ne sont pas assez dynamiques. On doit faire mieux, on doit faire plus, on doit faire plus vite. On a un peu de mal à le faire du fait de beaucoup de choses et c'est pas le moment d'en parler. Mais effectivement, Revolut est l'un des acteurs qui peut faire que les banques se sentent en concurrence. Mais encore une fois, comme je vous dis, le secteur financier de manière générale, la fintech en particulier, sont des secteurs où le concurrent est aussi le fournisseur ou le client. Et c'est presque toujours comme ça. Vous le voyez par exemple avec des Visa Mastercard, qui sont et les concurrents des banques et les partenaires des banques. Vous le voyez, les banques sont obligées de travailler entre elles. Moi je pense qu'il faut le voir comme ça. Revolut ne pourra pas arriver et révolutionner bien qu'il s'appelle Revolut. Je fais des blagues, le marché, je m'exclus. Je vous concède parfaitement que mon talent se situe pas à ce niveau-là. Donc il faut qu'ils arrivent à apporter de la concurrence. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on arrive à splitter deux sujets fondamentaux. Un, l'effet de levier des banques, et deux, le front de la banque. Donc l'effet de levier, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui est 80% du revenu, c'est-à-dire que concrètement, chaque dirham qui est déposé sur le bilan d'une banque, la banque va le prêter entre 9 et 12 fois, et en moyenne, je crois, entre 5 et 6% par an, donc c'est 5 et 6 fois 9 à 12. Donc c'est pour ça que les banques sont très riches, c'est ça qui crée beaucoup. C'est les dépôts des gens, tout simplement. C'est les dépôts des gens qui sont transformés en REDA. De l'autre côté, sur la partie front, c'est vrai qu'il y a des progrès à faire, et si la concurrence peut aider à le faire, c'est une super chose. C'est la même question. Le rôle de la Banque centrale, c'est évidemment de réguler le marché, de superviser les banques. C'est important dans notre opération. Il y a une direction de la supervision bancaire dédiée qui fait un excellent travail, évidemment sous la gouverne de la direction générale et de s'éloigner des banques marlibes. Mais c'est également de s'assurer de veiller à la stabilité du système financier et à la protection des consommateurs. Et le sujet de fond, pour moi, sur l'arrivée, en ce qui concerne l'arrivée de Revolut sur le marché, parce qu'on entend parler d'électrochoc, c'est de faire en sorte que cette réalité réveille les banques marocaines qui aujourd'hui en effet sont confrontées à des problématiques de qualité de service. On le sait, on l'a vu dans la presse ces derniers mois, il y a eu une levée de bouclier des associations de consommateurs, notamment par le biais de la fédération qui consolide les intérêts de ces associations, qui ont saisi Banque Maghreb sur la problématique de l'accueil au niveau des agences bancaires. Et ça, c'est que la partie élevée, on va dire, de l'iceberg, parce que ce qui se passe en dessous, il suffit de chercher dans la réglementation, dans la jurisprudence et de voir ce qui se trame. Il y a une problématique de traitement du client au plan contractuel. On va trouver dans certains cas, je dis dans certains cas, c'est pas généralisé, des abus. Vous avez un problème d'équilibre de la relation contractuelle, un manque de transparence. Tout ce qui relève de la loi de la protection sur le consommateur est aujourd'hui remis en question. Et quand donc cette fédération s'est adressée à Banque Maghreb, l'effet par ricochet, c'était que la Banque centrale saisisse le GPBM, l'association bancaire, en disant vous devez absolument remédier à ce problème de relation client au niveau des banques. Et qui dit relation client dit accueil au niveau des agences. On parlait de l'accueil. Mais derrière, on parle du traitement de la relation avec le client. Alors, Revolut. Alors, je vais rebondir sur ça, parce que ça, effectivement, c'est une réalité. Mais le problème des banques dites traditionnelles ne se situe pas uniquement au niveau, effectivement, de l'accueil en agence, etc. Mais c'est surtout, et ça fait le lien avec notre sujet du jour, les néobanques, c'est la qualité des services, les coûts de certains services. Quand vous voyez, par exemple, que les bons élèves de ce point de vue. Oui, hein, comment ? Les plutôt bons élèves de ce point de vue. Sur quel point ? Des prix. Quand vous voyez effectivement que les revenus bancaires liés aux commissions des différentes banques représentent 14% du produit bancaire, 10 milliards de dirhams, certains estiment effectivement aujourd'hui que les coûts pratiqués par les banques, toutes confondues, sur certaines opérations basiques, sont injustifiés. Ce que apportent les néobanques comme Revolut ou autres,
c'est effectivement des coûts beaucoup plus réduits et une expérience client, comme tu l'as dit, qui est beaucoup plus simple, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quand on met face à face ces deux modèles, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, c'est pas beaucoup, c'est 10 milliards de dirhams quand même. Alors ça quand même, c'est vrai que dans l'ensemble, ça peut être vu comme étant raisonnable, mais il y a quand même beaucoup de coûts qui sont dissimulés, que les clients retrouvent sur leur relevé bancaire à la fin du mois. C'est ceux-là qui parlent. Ouais, d'accord. Et il y a un problème de transparence dans la relation avec le client. Revolut, c'est clair. Je vais sur le compte, on en a parlé, on a tous utilisé, en tout cas testé les applications pour rester assez général. Quand on rentre sur Revolut, on rentre sur Wise, qui est un des autres opérateurs de ce style, il y en a d'autres, mais on va prendre ces deux-là. On va sur la plateforme. Déjà tout est expliqué, il suffit de cliquer sur le site internet, on sait ce qu'on va acheter comme prestation, on sait ce qu'on aura comme service et ce qu'on aura comme service connexe au service de base qui est le paiement, on va dire. Donc on peut, quand on paye un forfait sur Revolut qui est plus élevé, on a même accès à l'extrême, c'est peut-être pas le service que va demander le consommateur lambda, mais à des lounges dans les aéroports, on a toutes sortes de... Donc ça permet vraiment d'avoir... Ça sent l'expérience, ça. Non, mais je vais pas utiliser Revolut. Je vais jamais utiliser Revolut, je l'ai officiellement. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. C'est pas qu'on parlait de Visa. Visa. La blague, là, l'Infinite. Exactement, non, je l'ai pas non plus, celle-là. J'aimerais bien. Tu me diras comment faire, Smile. Je n'en dispose pas. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais en deux mots, on va sur le site, on découvre tout de suite les services qui sont proposés. Et le user experience est absolument phénoménal. Et c'est tellement intuitif que ça s'adresse d'abord aux populations qu'on citait tout à l'heure, des jeunes, la Gen Z aujourd'hui, à mon avis, c'est une vraie cible, ils ont besoin de rupture par rapport au conventionnel. Et à l'opposé, on a un système bancaire marocain qui a, dans certains cas de figure, développé des applications de banque en ligne qui sont relativement performantes, mais qui sont backées par énormément de relations humaines, toujours. Donc on n'est pas dans cette autonomie de... Parce que ça répond aussi, force de constater, à une demande, parce que le contexte une culture, c'est surtout une demande. Les gens ont besoin du contact humain, sur certaines... Moi, en fait, sur cette question de... En fait, il ne s'agit pas d'opposer forcément les banques traditionnelles aux néobanques, quoique l'on le fait depuis tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus d'ailleurs de taper sur les banques marocaines, qui essaient tant bien que mal pour certaines d'innover, d'avoir une expérience client avec des applications relativement performantes. Mais moi, ce que j'aimerais juste avoir, et ça ne s'applique pas uniquement au secteur bancaire et financier, c'est que le consommateur ou l'utilisateur final puisse avoir la possibilité de choisir. Dans certains secteurs, on n'a pas ce choix-là. Et c'est ça qui profondément, moi, à titre personnel, me dérange. Après, que les banques essaient effectivement de protéger leurs intérêts, c'est tout à fait normal. Le point que vous mettez, c'est que l'intégralité du choix dont vous disposez est nivelée par le bas, et donc même il est restreint. Il est nivelé par le bas, je pense. Il est le mieux du mieux à un niveau qui n'est pas au standard de ce que vous voudriez avoir. Dans le cas de figure du secteur bancaire, effectivement. Et ça nous envoie à quel sujet? Ça nous renvoie au sacro-saint sujet que vous savez que j'adore et qui me passionne, qui est celui des RH et de la formation. Non, des RH et de la culture d'entreprise qui découle du fait qu'au Maroc, en particulier dans ces grandes institutions, on ne vire pas, on ne renvoie pas. Et la résultante de ça, c'est que la prime à la prise de risque est inexistante, le coût d'opportunité au risque est beaucoup trop élevé. Par conséquent, même quand vous mettez quelqu'un de brillant dans une de ces positions, ce qui se passe en général, c'est que son dynamisme est atrophié, sa créativité est réduite par le système dans lequel il évolue. Et la résultante de tout ça, c'est la conclusion que vous donnez. C'est on a une prestation qui n'est pas au niveau. Mais en fait, en disant le banquier qui est au guichet, il n'est pas au niveau, et l'application qu'on me donne, elle n'est pas au niveau, et le mail que j'envoie, j'ai pas de réponse, et tout le reste, tout ça, ce ne sont que des conséquences. C'est des conséquences à une chose précise, c'est qu'on ne peut pas créer des organisations efficientes quand l'intégralité des gens qui sont dans ces organisations, on est dans une configuration, et pas qu'au Maroc d'ailleurs, où les meilleurs ne peuvent pas rester dans ces organisations-là. C'est un sujet très profond. Il y a un sujet qui peut être connecté à ce que dit Ismaël, c'est la symétrie des intentions. La banque s'engage à servir son client alors qu'elle ne le serve pas, c'est un autre sujet. Mais sur le papier, on parle d'engagement RSE, on parle de transparence dans le service, on parle d'efficacité, on parle d'entrée en relation rapide. C'est en théorie. Voilà, en théorie. Maintenant, ça se passe dans la pratique. Il y a quelques acteurs qui sont en train d'arriver maintenant aussi sur le marché, qui vont révolutionner cette donne, parce qu'ils sont customer-centric.
Mais derrière, il faut aussi faire la même chose pour ses collaborateurs. Et le sujet de la formation, qui est un sujet que nous connaissons bien, ce qui a marché dans l'histoire de la formation bancaire, c'est quand les banques avaient un socle commun de formation qui était accessible à l'ensemble des collaborateurs selon leur niveau hiérarchique. Aujourd'hui, le secteur a démantelé ce dispositif. Beaucoup de formations d'interne dans les académies, ça marche, ok. Mais quand on parle de professionnaliser un secteur, d'avoir un standard aux meilleurs standards internationaux, il faut une norme. Et moi, je n'hésite pas à dire que le régulateur a un rôle à jouer là-dessus, d'être en mesure de dire nous devons aussi réglementer la problématique des inputs, des entrants sur d'abord les choix de collaborateurs qu'on recrute à partir de la formation initiale, mais également le processus d'intégration dans la fonction qui va être occupée, que ce soit en front, en middle ou en back-office, avec une meilleure compréhension du métier. Aujourd'hui, la compréhension du métier s'est perdue. Je le dis, parce qu'on a un système de la formation. Mais c'est plus la responsabilité des banques privées que du régulateur, qui lui... le régulateur doit être regardé là-dessus d'une autre manière. Parce que le régulateur, il fait quoi en fait? Si on revient au cadre Revolut, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder d'abord la stabilité financière de la banque, ce qui est conformité financière, les fonds propres sont-ils disponibles? Je crois qu'en Europe, c'est 5 millions de dollars de minimum. Et surtout la gestion des risques liés, par exemple, aux données personnelles. Les données personnelles, c'est le deuxième élément. On va dire qu'il y a la protection des consommateurs, conformité avec la CNDP, transparence dans la relation contractuelle, etc. Et le risque de fuite de capitaux aussi. La probabilité des hommes qui vont porter le projet aussi. On arrive à l'éthique, et donc derrière, il y a toute la problématique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et ça, très bien. On est très bon là-dedans. Je parle de Revolut. Ouais, et ils le font très bien. Mais au Maroc, on cadre bien les choses aussi, il faut quand même le reconnaître. Donc Revolut, il faut quand même dire les choses pour ce qu'elles sont. Revolut a réussi son implantation sur le marché européen, qui est autrement quand même plus strict en termes de réglementation, mais je ne vois pas, à l'opposé de ça, des grands groupes bancaires marocains qui ont réussi leur implantation d'une manière fulgurante en Europe. Donc si on compare le niveau de... Non, mais vous êtes dans une configuration, même les banques européennes, qui étaient traditionnellement européennes, sont aujourd'hui dépassées par Revolut. Ils sont complètement... Ils sont dans une configuration où eux, déjà, il y a un agrément comme point d'entrée pour toute l'Europe. Je crois qu'ils ont le premier agrément qu'ils ont pris, c'était en Slovénie ou en Lituanie. En Lituanie. Et à partir du moment où vous avez l'agrément, vous pouvez être en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, où vous voulez. C'est un réglementaire commun. Et ensuite, dès qu'ils ont pu avoir ce budget, comment on appelle ça, cette tête de pont, mais en fait, ils ont réussi à prendre toute la clientèle, ils sont devenus plus gros que un sujet de plus très rapide. Après le journal, parce qu'on a une minute de pub, il est 8h59 et 45 secondes. Mourad va prendre le relais dans quelques instants pour le journal et nous on se retrouve juste après pour la suite du débat. Tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Smaïl Bergache et Driss RFS. On parle ce matin, bien évidemment, des néobanques, de l'avenir des néobanques au Maroc. Et tu voulais rebondir sur ce que disait Smaïl juste avant le journal. Je t'ai interrompu, donc je te donne volontiers la parole, Driss RFS. Alors les RH, je pense que c'était peut-être autre chose, mais il faut quand même saluer l'effort de la profession bancaire au Maroc sur les décennies depuis l'indépendance. Parce qu'il y a eu un énorme effort d'investissement dans la formation. Je dis à l'époque, c'était beaucoup plus structuré qu'aujourd'hui. Il y a quand même une structure qui reste en place, mais on était dans une problématique un collaborateur A dû passer d'une banque à l'autre. Il avait le même niveau de formation, même diplôme, même certificat, même compétences, etc. Et toutes les grandes transformations du secteur bancaire, que ce soit la marocanisation, la privatisation des banques plus tard, l'expansion africaine, ont été conditionnées par cet effort de formation. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit être conscient qu'à l'instar de ce que disait tout à l'heure Ismaël, quand il disait il y a un cadre qui n'est pas favorable à cette expression du talent intellectuel, j'ai envie de le dire, de la compétence réelle. On a en off discuté avec Ismaël du parallèle qu'on peut faire avec le secteur de l'éducation et de la santé. Je vais laisser un sujet d'actualité. On est dedans, on se dit, ce que disait Ismaël tout à l'heure, je trouvais ça un très bon exemple. Il disait sur la santé, c'est cette infirmière qui est très compétente, qui est pas compétente dans le cadre du secteur public parce qu'elle n'a pas les moyens de travail. Elle traverse la rue dans une clinique privée, elle est hyper performante. C'est pareil dans les cabinets de conseil, dans les grandes structures. J'ai fait parler avec l'éducation. Ces enseignants qui sont
moyens dans le secteur public, et d'un seul coup, ils donnent des cours de soutien et ça devient les meilleurs enseignants du marché. Je sais pas ce que tu en penses, Ismaël, par rapport à Revolut, justement. Et je suis d'accord avec ça. Je suis absolument aligné et je pense que c'est parfaitement lié au sujet Revolut, même si ça paraît pas que l'être. En fait, moi, de mon point de vue, c'est même pas une question de moyens, c'est une question de culture. Vous prenez des personnes excellentes, vous les mettez dans un environnement qui nivelle par le bas, leur excellence est diluée, leur performance n'est plus celle qu'elle devrait être, et donc on se retrouve avec des organisations qui, de manière générale, plutôt que de produire de l'excellence qui doit aboutir à ce que Revolut ne fait rien d'incroyable. Revolut, ils font un compte en banque. Toutes les banques au Maroc, ça fait un compte en banque. Pourquoi tout le monde va aller chez Revolut? Alors c'est ça la question pertinente que je voulais te poser. Et je te la pose toi personnellement parce que justement on peut le dire, tu as été approché par Revolut pour porter ce projet au niveau du Maroc. Alors qu'est-ce qui va faire que si Revolut s'implante au Maroc, bon, derrière l'application ou les services, il y a des femmes et des hommes qui sont censés faire tourner le business. Alors, moi je veux dire d'abord que tu viens de faire monter la cote de son business. Merci beaucoup. Bah, c'est très bien, il a été approché par Revolut parce qu'il a des compétences. Il est exemplaire par rapport au... Oui, mais ne me casse pas dans mon élan. Je vais prendre le fil. Vas-y, je te laisse parler. Commence pas avec... pour le moment. Qu'est-ce qui va faire que la donne va changer alors que les compétences qui seront recrutées au niveau du Maroc, si j'ai bien compris, seront des compétences locales qui, au même titre que dans les autres banques classiques, sont peu ou prou les mêmes personnes. Qu'est-ce qui va changer la donne? Alors, ce que vous diront beaucoup, c'est la réponse que beaucoup de gens répondent à cette question, ils vont dire l'argent. C'est faux. C'est d'abord la capacité de Revolut à porter une exécution qui soit extrêmement bonne, extrêmement forte, extrêmement rigoureuse. Vous mettez ce que vous voulez dans le champ lexical de l'excellence. C'est d'abord ça. Et derrière cette qualité d'exécution, ce sont les hommes que vous mettez, les hommes avec un H majuscule, les hommes et les femmes. Et derrière ces hommes-là, ce que vous mettez, c'est une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire comment vous faites venir les meilleurs, comment vous faites que ces meilleurs, il y ait un système de promotion des meilleurs pour qu'ils restent dans l'entreprise et que ceux qui sont moins performants s'en aillent. Comment on mesure et on rationalise et on objective toutes ces choses-là. Comment on fait pour que ces meilleurs-là puissent eux aussi s'inscrire dans la trajectoire d'ultra-rentabilité que l'entreprise veut. Tous ces sujets-là, avec les sujets de stock options, avec les sujets de j'ai pas besoin de passer 20 ans dans l'entreprise pour avoir des postes de très forte responsabilité. À partir du moment où je délivre très fort, j'ai les responsabilités en parallèle, avec en plus une entreprise qui grossit à vue d'œil. Quand j'ai commencé le procès, je crois qu'ils étaient à 60 milliards de dollars de valorisation. Je crois qu'aujourd'hui ils sont à 75 milliards de dollars. C'était juste avant l'été. Donc tous ces sujets-là sont en fait des sujets qui sont pas très complexes. Leur point, c'est pas un point de complexité, c'est un point de courage. On pourrait faire dans les banques marocaines tout ce qui est fait chez Revolut, chez toutes les entreprises qui marchent très bien, à condition d'être courageux et d'introduire dans la culture de l'entreprise quelques points. La culture du fait de renvoyer les gens de commencer à exister. Il faut qu'on commence à expliquer aux gens que quand on renvoie quelqu'un, c'est pas quelque chose de grave. On vit dans un monde où on ne rentre pas dans l'entreprise à 18 ans et on en sort à 60. Ça n'existe plus. Ça existe encore. Ça ne devrait plus exister. Oui, mais c'est un mindset qui est toujours prédominant. Vous savez très bien. Mais d'abord, parler de ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on soit dans une configuration, on explique aux gens que s'ils doivent partir, c'est parce que c'est gagnant pour l'entreprise, mais c'est aussi gagnant pour eux, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'endroit où ils vont le mieux s'exprimer. Et ça, il faut permettre aux entreprises de le faire de manière beaucoup plus flexible. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont à moins de 5 000 dirhams, qui sont ouvriers, je parle de personnes qui ont des responsabilités importantes. On est dans une configuration où les gens au Maroc ne sont pas... Je prends un exemple. D'ailleurs, c'est un procédé qui a été inventé par Google. Ce qu'on appelle les OKRs. Les OKRs. Objectif OKR, Objective and Key Results. C'est un système de ruissellement des KPI. C'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes le patron d'une très grosse entreprise, c'est très difficile de gérer toute la pyramide qui est en dessous de vous de manière très rationnelle. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, je vais dire aux 5 personnes qui sont en dessous de moi, voilà tes objectifs.
Et c'est même pas moi qui vais le dire, c'est toi qui vas venir me dire quels sont les objectifs. Et on va les mettre à intervalles réguliers de chaque mois, on va se voir chaque mois, tu vas me dire, on s'est mis d'accord sur ça, tu as fait quoi? C'est des choses très basiques, il n'y a pas de quoi faire décoller la fusée Ariane. Et pour que ça fonctionne, il faut que ce N-1, il fasse la même chose avec son N-1. Qui lui-même fait la même chose. Et en fait, c'est un truc qui ruisselle du haut vers le bas. Et en fait, il y a des décisions qui sont prises en amont pour dire, on va prendre peut-être le dernier décile ou les 2 derniers déciles. Et ils sont mis où? Et ça crée un système où vous en avez systématiquement une partie qui partent, d'autres qui rentrent, et donc les meilleurs restent, et les moins bons s'en vont, et c'est pas grave. C'est une obsolescence programmée nécessaire. Nécessaire. Moi, je me rappelle il y a 30 ans, je travaillais à Londres dans la grande distribution, et on m'avait dit, dans un système qui était très ancré. Je pensais que vous aviez 30 ans. Ah non, j'en ai à peine 32, quelques décennies plus. Mais c'est sympa d'être entre jeunes, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Et donc, la jeunesse, c'est un état d'esprit. On a l'âge de Cézanne. Absolument. On est tous des sportifs, donc on sait de quoi on parle. Et donc il y a 30 ans, j'étais à Londres, dans un groupe coté à la Bourse de Londres, dans la grande distrib, qui était assez colossal, qui avait des sujets de RH, pareil, d'obsolescence programmée. Il fallait réduire la taille des équipes au niveau du siège, de passer de 8000 à 6000, parce que les analyses de la Bourse avaient dit qu'il y avait trop de salariés. Exact, le payroll était trop élevé, donc il fallait revoir tout ça. Et nous, on nous disait, si vous ne changez pas, je me rappelle quelqu'un de RH m'a dit, si vous ne changez pas de fonction tous les 2 ans, et que vous ne changez pas de secteur d'activité tous les 10 ans, vous êtes dans un chemin de carrière qui est lent, et qui est à la limite pas performant par rapport au marché. Ça, c'est il y a 30 ans, Londres. Alors évidemment, les entreprises investissaient dans des labels de marché tels que ce qu'ils appelaient déjà à l'époque, qui existe encore, de Investor in People, qui consistait, pour être dans le sens de ce que disait Ismaël, à recruter, développer et retenir des talents. Alors il n'y a pas que des talents dans l'entreprise, on est d'accord, mais il y a aussi des boulets. Mais il faut qu'il y ait un peu de tout, mais en fonction des fonctions, tout le monde n'est pas très ambitieux aussi, il faut bien le reconnaître. Mais au moins que la structure organique de l'entreprise permette d'assurer une... Je voulais rajouter un point. Oui, mais j'ai l'impression qu'on a dévié du sujet presque. Quoique là, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est le cœur du réacteur. Oui, le deuxième mot, c'est la technologie et l'argumentation. C'est très intéressant, mais je vais revenir au sujet du jour. Et parce que depuis tout à l'heure, on parle de Revolut, c'est très très bien, mais ce qui nous intéresse, et à juste titre, c'est le Maroc et les entreprises marocaines. Ma question en lien avec la probable entrée sur le marché marocain de Revolut, c'est est-ce que cela va permettre l'explosion, le développement exponentiel de l'écosystème FinTech marocain. Donc ça c'est la version positive de ce scénario. Ou est-ce qu'au contraire, étant donné le poids et la façon de faire de Revolut, est-ce que ça ne va pas au contraire freiner toute possibilité d'éclosion d'un écosystème FinTech au niveau national? C'est très difficile à dire. Moi, de mon point de vue... C'est la raison pour laquelle je pose la question. Je ne pose jamais de questions dont la réponse est facile. Je pense que ça a plus de chances de le desservir que de le servir. En particulier pour les... c'est peu ou prou le même phénomène que Glovo avec les autres acteurs qui essaient de faire... Voilà, de InDrive avec les acteurs du ride-hailing. On en parlait la semaine dernière avec Hicham Hamadi, parce que c'est son sujet fétiche. C'est des positions pour lesquelles il y a de la place au Maroc, qui ont été trustées par des entreprises de taille importante au Maroc et qui ont eu les moyens de payer le coût de la non-conformité ou alors de l'absence de cadre. Il n'y a pas de cadre pour Glovo, pourtant Glovo aujourd'hui le pendant de ce que je suis en train de dire, c'est que les business dont on parle sont des business à network effect, qui sont drivés par l'effet de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez un client supplémentaire, le client d'après vient plus facilement parce que plus il y a de clients, meilleure est la qualité du service. Je prends un exemple concret, vous êtes Glovo, plus vous avez de clients, plus c'est facile d'aller chercher des restaurants et des supermarchés, plus vous avez de restaurants et de supermarchés, plus vous avez de clients. Et plus il est rentable de recruter des livreurs pour livrer tout ce besoin. Cercle vertueux. C'est un énorme cercle vertueux. Pour InDrive, c'est la même chose. InDrive, Uber, To Go, c'est tous la même chose. Plus vous avez de chauffeurs,
meilleure est la qualité de service. C'est le modèle d'ubérisation dans l'ensemble, presque aussi. Absolument, c'est le modèle de marketplace. Et ces modèles de marketplace sont des modèles qui sont network effect driven. Donc c'est ce qui fait le succès de ces opérateurs-là et c'est ce qui fera le succès de... C'est d'ailleurs ce qui avait beaucoup intéressé le recruteur avec qui j'avais parlé. Dès que j'en avais parlé, ses yeux s'étaient grands ouverts et il est devenu très réceptif. Je dis la grande réussite que vous avez en Europe, c'est d'avoir réussi à créer un effet de réseau autour des services financiers. Et je pense que votre challenge au Maroc, c'est de réussir à faire la même chose. Il était d'un seul coup devenu très réceptif. Et c'est parce que c'est exactement ce que tu as parlé son langage. Oui, absolument. Bon, tout ça c'est bien, mais ça veut dire que ça va desservir en quelque sorte. C'est pas le sujet. Celui qui doit être servi, c'est le citoyen marocain. Est-ce que c'est les Marocains qui le font ou est-ce que c'est pas les Marocains qui le font? C'est un autre sujet. Pourquoi c'est le sujet? Parce qu'à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là sur cette antenne, on déplore le fait effectivement que le Maroc ne soit pas producteur de technologie, de solutions technologiques. Pas assez. Ben justement, ça c'est un cas d'espèce très pertinent. Tout à l'heure, tu as dit que c'est aussi la responsabilité des entrepreneurs et de l'écosystème fintech marocain. Les responsabilités sont sans doute partagées, mais la conclusion est la même. C'est qu'on laisse la place, parce qu'il le mérite et il a les moyens de le faire, à un acteur étranger de venir et de s'implanter durablement sur le marché marocain. Alors qu'on pourrait éventuellement, c'est une possibilité, on pourrait avoir un acteur local qui puisse jouer le rôle et de Glovo, et de InDrive, et de prochainement Revolut peut-être. Je vais pas marcher pour ça. Un point. En rentrant, je lisais un post sur LinkedIn de l'excellent Nizar Abdelaoui, qui est l'un des entrepreneurs marocains qui a une particularité, c'est qu'il a réussi à vendre une boîte. Qui fait l'auto, exactement. Et il écrivait un article dans lequel il disait qu'il avait lu dans la presse que l'écosystème de la start-up marocaine ne se développait pas parce que l'État ne mettait pas d'environnement de BSPCE, de stock option, parce qu'il y avait un cadre réglementaire, etc. Et il disait, moi, ces derniers temps, il est en train de redevenir entrepreneur, il a vu des entrepreneurs un peu partout dans le monde, il a voyagé, etc. Et qu'il n'y a aucun écosystème au monde qui est parfait. Mais que s'il y a une chose au Maroc qui existe pas dans les autres pays, c'est qu'au Maroc, on attend qu'on nous donne pour faire. Est-ce que vous pensez que Revolut, le jour où ils ont démarré, ils ont levé la main en disant on a besoin d'une checklist de 10 points avant de commencer Revolut? Non, ils ont commencé. Faut arrêter de dire on a besoin d'eux pour pouvoir. C'est à nous à réussir à arracher ce dont on a besoin. Et donc il faut réussir à un moment donné à se regarder dans une glace. En premier, je m'inclus là-dedans, et se dire l'échec de la start-up marocaine, c'est d'abord l'échec des entrepreneurs marocains. C'est nous les premiers. On n'a qu'à mieux faire. On n'a qu'à plus faire. On n'a qu'à aussi faire en sorte que on valorise les projets qui créent de la valeur. C'est-à-dire qu'on gaspille beaucoup quand on parle de start-up au Maroc, d'accompagnement, je le disais aussi, il y a raison. Cet argent qui part, qu'est-ce qu'on a comme retour sur investissement entre guillemets? Je pense que tout le monde n'est pas dédié à être entrepreneur et par contre il y a un exemple qui est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des PME qui bénéficieraient des TPME de Revolut. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant essaie de parler un peu des difficultés qu'ont les jeunes entreprises digitales. Chaque Ismaël, tu as peut-être des choses à dire là-dessus, donc à vendre et donc à encaisser à l'étranger en devise, qui est un frein aujourd'hui. Absolument. Est-ce que Revolut peut apporter une réponse à... Oui, la réponse est oui, c'est évident, parce que tu as la possibilité d'avoir un compte multidevises avec des commissions beaucoup plus réduites, donc effectivement ça va dans l'intérêt. Il faut avoir la devise. Autre chose, il y a des éléments importants à mettre en place. On a parlé d'humain sur la partie techno, la partie cybersécurité et souveraineté numérique. C'est un vrai sujet qui est posé au Maroc en ce moment. On a vu Mistral arriver sur l'IA. Il y a un opérateur français que je peux citer parce que c'est dans le domaine public qui s'appelle Clever Cloud, qui est un cloud souverain européen qui a pour objectif de contrer l'hégémonie américaine. Ils sont loin d'y arriver. Ils ont commencé. Mais au moins ils ont commencé. Ils s'intéressent au Maroc. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ces use cases qui ont donné des résultats ailleurs, qui aujourd'hui voient le Maroc comme étant un terreau et un terrain favorable à une expansion africaine. Alors on parle toujours du hub africain, de la porte d'entrée, mais je crois que le Maroc, même si c'est pas un très grand marché, on peut s'accorder là-dessus, est quand même un très bon terrain d'expérimentation. D'ailleurs, Banque Marie m'a mis en place ce fameux sandbox qui est un lieu d'expérimentation pour les fintech. Ismaël en connaît certainement un bout là-dessus, puisqu'il a adossé avec sa structure un établissement de paiement. Donc on parle aussi d'accès à d'autres opérateurs à cet écosystème Revolut.
qui sont des fintechs, qui sont des startups structurées qui vont pouvoir bénéficier de l'arrivée de Revolut sur le marché. Oui, il y a un point qui me paraît être hyper rigoureux, et bravo de l'avoir souligné, c'est celui de la lubie de l'accompagnement. On a l'impression au Maroc... Tu vas pas nous refaire tout un couloir sur l'accompagnement. On sait ce que tu penses de l'accompagnement. On le sait. Moi, ce que je pense, c'est que la meilleure manière de délivrer un message, c'est de le répéter. C'est de la pédagogie, n'est-ce pas? Donc on fait formation. Vas-y, répète-le. Non, mais honnêtement, là je plaisante un petit peu, mais le fond de votre question, c'est aussi ça. C'est-à-dire que j'ai pris la parole pour dire il faut qu'on fasse, les entrepreneurs fassent plus, mais honnêtement, peut-être que l'une des choses qui existent dans les écosystèmes, qui n'existe pas encore assez au Maroc, c'est l'argent de très early stage, l'argent en pré-seed. Au Maroc, on est en train de s'armer pour des levées de fonds de série A. On est encore trop peu armé pour ce qu'il y a avant la série A. On est en train de... Au démarrage de l'activité, là, forcément, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés financièrement. On rappelle une chose, c'est que le problème du capital risque au Maroc, c'est qu'on n'a pas assez de deal flow. On n'a pas assez de start-up à investir. Beaucoup de gens pensent qu'au Maroc, pour créer du deal flow, il faut de l'accompagnement. C'est faux. Ce qu'il faut pour créer du deal flow, c'est de l'investissement très smart en très early stage. Et un marché. Il faut énormément d'investissement très early stage avec une très forte sélection. Une très forte sélection. Très bien. Eh ben, tu as pu répéter ta rendez sur l'accompagnement et c'est très bien. Et je compte sur vous pour le répéter. On a parlé, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Je pense que celles et ceux qui nous ont écoutés ont peut-être et sans doute même appris des choses très intéressantes. Mais on a oublié de parler de l'essentiel. Nous sommes finalistes de Coupe du Monde. Bah oui, mais vous n'êtes pas concentrés. Vous embarquez sur le sujet des néobanques et vous engouffrez les yeux fermés. Et vous oubliez de parler de la Coupe du Monde et de cet exploit des U20 qui ont battu hier la France en demi-finale et qui vont rencontrer l'Argentine en finale. Beaucoup de clients pour Revolut s'ils s'installent et qu'on les laisse faire le travail. Ah non, mais franchement, moi hier j'ai arrêté de regarder le match quand on a pris le budget, ça m'a trop stressé. Ouais. Et à la fin, j'ai rallumé la télé, je les ai vus en train de se prendre dans les bras. Ah ouais. Et j'étais libéré. Franchement, bravo. Et en plus, quelle conclusion magistrale de ce mouvement Gen Z. C'est la Gen Z qui va aller nous chercher la Coupe du Monde. Fabuleux. Ça sera face à l'Argentine qui est sextuple champion du monde dans la catégorie. J'ai vu les statistiques ce matin. On va affronter un ogre, mais on n'a pas fait tout ça pour perdre en finale. Mais quelle que soit l'issue. Non, il n'y a pas de quelle que soit l'issue. On est en finale, on la gagne la Coupe. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, tu as toujours raison. Merci Driss, c'était un plaisir. Merci Ismaël, c'était un plaisir. Merci à Amine Abdelawi qui était à la réalisation. Les programmes se poursuivent avec un journal de 9h30 en langue française présenté par Karim Donné.